Chers amis téléspectateurs, mesdames, messieurs, merci infiniment de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée, la chaîne de la diaspora africaine, AfroWeb TV. Vous nous suivez sur le www.afrowebtv.com, nécessairement sur notre chaîne YouTube et aussi sur la page de l'honorable député à l'Assemblée nationale togolaise, honorable Innocent Kagbara. Merci encore une fois de vous être connecté à cette émission Lundi Politique qui s'honore vivement de votre présence en ligne aujourd'hui. La moindre des choses que je peux vous demander aujourd'hui, c'est donc de solliciter vos suffrages pour partager cette émission qui sera très édifiante, à travers laquelle vous aurez plusieurs informations, et au micro à la présentation pour vous recevoir bien entendu dans cette émission Moïse Agbeni quand c'est moi et c'est mon nom, et ce sera sur le +1 319 462 89 79. Avec notre invité de ce jour, nous allons discuter de beaucoup de thématiques qui vous intéressent. En première partie, nous allons décrypter ensemble l'actualité africaine, et bien sûr pour aller au Sénégal et parler donc des élections présidentielles, les campagnes qui se poursuivent bien entendu. Au Niger, nous parlerons donc de la rupture entre le Niger et les États-Unis, et nous irons également au Togo pour parler donc de cette proposition qui fait couler beaucoup d'encre, et nécessairement avec lui nous aurons beaucoup d'informations puisqu'il est député à l'Assemblée nationale togolaise. C'est un honneur pour moi encore une fois de le recevoir chaque lundi dans notre émission. Notre souhait aussi d'être avec lui chaque lundi que le bon Dieu fait. Alors en seconde partie nous aurons la proposition du PDP où il est le président du Parti démocratique panafricain. Il nous donnera d'amples informations sur tous ces sujets aujourd'hui. Merci de nous recevoir chez vous et surtout de partager cette émission. Honorable Innocent Kagbara, bonjour. Oui, bonsoir. Ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui et nous sommes très honorés. Avec vous, nous parlerons de tous ces sujets. Vous connaissez déjà le routine de cette émission. Honorable Innocent Kagbara, nous abordons cette première partie avec le Sénégal qui est en effervescence avec la manœuvre de 19 candidats, et on sait aujourd'hui que Ousmane Sonko, l'un des opposants, est désormais dehors avec son poulain aussi. Et quelle est l'analyse que vous faites de la situation actuelle qui prévaut au Sénégal avec l'avancement des campagnes? Bon, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. C'est vrai que c'est notre dernière émission, mais il y a beaucoup de sujets très intéressants. Donc cette émission, je ne sais pas si on aura assez de temps pour répondre à toutes vos préoccupations, mais nous allons essayer. De toutes les façons, nous allons apporter quelques éléments qui permettront à l'ensemble des téléspectateurs de pouvoir avoir une idée sur l'ensemble des thématiques. Concernant le Sénégal, je crois que c'est une très bonne élection. Ce scénario, personne ne l'a prévu. Même le président Macky Sall ne l'avait pas prévu. Il a été contraint par la Cour constitutionnelle à un certain nombre d'obligations de respect de la Constitution, et nous avons une très belle campagne. Même si dans la durée, au lieu de 3 semaines, c'est 2 semaines, avec la libération de Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, nous avons une très belle fin de campagne. C'est vrai qu'ils ont pris du retard, mais les équipes de campagne étaient déjà sur le terrain depuis quelques semaines. Et cette dernière semaine, ils ont fait campagne ensemble dans 3 régions du pays. Et depuis hier, je crois qu'ils se sont séparés pour mieux mailler le territoire. Et Macky Sall, à travers ses atermoiements, à travers ses jérémiades, à travers son approximation, a servi le pouvoir sur un plateau d'or au compte du PASTEF. Même si le PASTEF est dissous, les sympathisants et les membres du PASTEF, à travers la candidature de Diomaye Faye, je crois qu'ils auront une victoire certaine. Maintenant, est-ce qu'ils vont passer au premier tour ou est-ce qu'on aura besoin d'un second tour? Il faut scruter les scores. Et je crois que la posture de Macky Sall et l'ensemble des mesures qu'il a eu à prendre ces derniers temps ont affaibli le candidat de la majorité, ont grandement affaibli le candidat de la majorité. Je suis même en train de pronostiquer à la fin du premier tour peut-être un petit 35% pour le candidat du PASTEF et puis même un petit peut-être 28% pour le candidat de la mouvance.
Ce qui est bien dans cette émission est que vous ne savez aucune question que vous aurez dans cette émission. Alors, honorable Innocent Kagbara, qui peut remporter les élections? C'est vrai que vous avez fait vos pronostics tout à l'heure, mais quels sont les enjeux aussi donc de cette élection qui ressemble probablement à toutes les élections en Afrique de l'Ouest? Non, cette élection ne ressemble pas aux autres élections en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, c'est un pays où, quoi qu'on puisse reprocher à notre démocratie, les élections sont tenues plus ou moins à date, à part les gymnastiques de Macky Sall. La Cour constitutionnelle l'a contraint à respecter le calendrier électoral, ce qui est une très bonne chose pour la démocratie africaine. Le Sénégal a cette particularité que les élections ont permis un changement de régime chaque 14 ans ou chaque 10 ans. Donc, je suis en train de voir une victoire du PASTEF à travers Diomaye Faye, le candidat de Ousmane Sonko, qui est le leader de l'opposition, parce que Macky Sall, depuis 1 an, 2 ans, les actes que Macky Sall ont posés ont mis... Et ces gens-là, ils n'ont même plus besoin de faire campagne, puisque Macky Sall a fait campagne pour eux. À travers ses décisions, il a fait campagne pour eux, il les a rendus beaucoup plus populaires, il a fait une loi d'amnistie qui les libère à la veille de la campagne. Donc, ça permet de galvaniser. Je ne sais pas si Macky Sall l'a fait exprès, c'est à dessein, mais disons que Macky Sall a beaucoup aidé son opposition pour une victoire certaine le dimanche prochain. Moi, je suis en train de voir, peut-être au premier tour, ça sera difficile. Je suis en train de voir le candidat du PASTEF, peut-être 35%, 37%, et le candidat de la majorité, peut-être 28%, ce qui mériterait un second tour. Mais le second tour, le problème, c'est que Macky Sall, à travers ces décisions, a braqué l'opposition et le candidat de la majorité n'a pas assez de réserve d'électeurs. Donc, si le camp du PASTEF arrive au second tour à rassembler l'ensemble de l'opposition, ça sera une victoire écrasante de l'opposition. Qu'en est-il donc de la position de Karim Wade? Est-ce qu'il a encore une chance? Non, je crois que Karim Wade il n'est pas candidat. La Cour constitutionnelle a validé les 19 candidatures qui étaient déjà retenues. Karim Wade doit privilégier les élections prochaines et ne pas se mettre lui-même hors jeu. Il doit faire en sorte d'être toujours dans le jeu pour mieux préparer la présidentielle. Parce que vous savez, c'est très difficile pour des gens de pouvoir réaliser ce qu'ils ont promis. Donc, si vous avez un candidat qui ne réalise pas ce qu'il a promis, ça favorise l'opposition et ça favorise l'alternance dans 5 ans. Karim Wade doit prendre son mal en patience, préparer le terrain, préparer les élections intermédiaires, telles que les élections municipales et régionales, gagner ces élections en face du PASTEF et proposer une alternative dans 5 ans. S'il ne le fait pas, il sera vu comme quelqu'un qui ne joue pas le jeu républicain et il peut être même sanctionné dans les urnes. Si vous étiez, vous, à la place d'Ousmane Sonko et de tout son groupe aujourd'hui, quelles seront les dispositions à prendre si jamais vous réussissez donc à briguer la magistrature suprême? Non, mais c'est faire en sorte que nous puissions incarner une nouvelle façon de faire la politique en Afrique, la politique basée sur les valeurs, la politique basée sur une rupture du système partisan. Les constitutions en Afrique sont des copies-collées de ce que nous avons eu depuis les indépendances. Il faut changer ces constitutions, aller à un régime parlementaire qui permet à l'ensemble de nos pays que le débat se tienne au Parlement, que le Premier ministre soit le chef de la majorité parlementaire. C'est ce que nous appelons. Donc, il faut retoucher, et j'ai vu que Diomaye Faye demande à peu près qu'on fasse ce que je dis, mais en mettant à la tête de l'exécutif du Sénégal un duo, un président et son vice-président, mais de réduire les pouvoirs du chef de l'État pour que le Parlement et le Premier ministre puissent avoir plus de pouvoir. C'est ce qu'il y a dans son programme de société. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que nous, le chantre du panafricanisme au Togo, nous voulons véritablement que nous allons dans l'ensemble de nos pays à un régime parlementaire. Un régime parlementaire, la bonne gestion, la bonne gouvernance, l'équité et l'égalité des chances pour que n'importe qui puisse réussir et surtout une lutte implacable contre la corruption.
Alors, vous mettez déjà le pied dans le plat. On va revenir sur ce régime parlementaire dont vous nous parlez, donc sur le cas du Togo tout à l'heure. Mais bien entendu, si on doit terminer sur ce premier sujet qui concerne donc le Sénégal, quel est l'avenir donc du Sénégal avec 19 candidats? Est-ce qu'on aura un gouvernement de coalition? Comment est-ce que, si vous étiez président, le prochain président du Sénégal, comment allez-vous former votre gouvernement? Donc, nous allons former un gouvernement de large consensus avec une consultation de l'ensemble des forces politiques. Nous sommes quelqu'un du consensus. Si vous excluez les gens, vous ne pourrez pas diriger le pays. Moi, si j'étais président du Sénégal, je pense que les 19 candidats, pour ceux qui veulent rentrer dans le gouvernement, ça sera une bonne chose que l'ensemble de ces intelligences puissent alimenter le gouvernement de leurs idées parce que chacun a son programme de société. Un melting pot de ce programme de société fera du Sénégal un pays prospère. Je n'aime pas le terme émergent, donc disons un pays prospère, un pays qui est sur les rails, un pays qui se veut un pays développé à l'horizon peut-être 2050. Donc il faut faire avec tout le monde. Les candidats qui veulent rentrer dans le gouvernement, il faut les amener au gouvernement. Il faut voir ceux qui ont votre philosophie politique et votre vision et faire en sorte également que les gens de la société civile, certains acteurs puissent rentrer dans ce gouvernement. Donc, ça sera un gouvernement de large consensus, un gouvernement d'union pour que vous puissiez pacifier le pays parce que après Macky Sall, ça sera difficile. Ça sera véritablement difficile. Il faut faire avec tout le monde. Donc, si le cas du Togo comme le cas du Sénégal, je suis pour qu'on prenne peut-être un tiers ceux qui avaient dirigé, un tiers l'opposition, un tiers la société civile. Maintenant, ceux qui avaient dirigé, ce n'est pas n'importe qui qu'il faut prendre là-bas parce qu'il y a des gens là-bas qui sont comptables de la malgouvernance. Donc, il faut savoir comment vous pouvez faire en sorte que tout le monde, tous les courants du pays soient représentés. Maintenant, s'ils veulent. Maintenant, s'ils ne veulent pas, ils peuvent faire de l'opposition constructive. Chers amis téléspectateurs, vous êtes sur Afro-Web TV avec Moïse Agbenigan et honorable député à l'Assemblée nationale togolaise, Innocent Kagbara, que nous recevons. Il est également le président du Parti démocratique panafricain. Nous allons maintenant sur le cas du Niger. Dans une déclaration à la télévision d'État, le colonel Amadou, porte-parole du pouvoir militaire, a déclaré que la présence américaine au Niger n'était plus justifiée. Donc, en ces termes, il avait précisé également la présence américaine est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques. Votre première appréciation par rapport à cette actualité, honorable Innocent Kagbara? Il faut dire simplement que le Niger a retrouvé sa souveraineté et les décisions des dirigeants ne sont pas téléguidées. C'est tout ce que nous dénonçons. Si le Niger pense que la coopération militaire avec les États-Unis n'a plus lieu d'être, c'est aux dirigeants du Niger de prendre cette décision et c'est une très bonne décision. Maintenant, il faut analyser l'ensemble des paramètres parce que quand nous apprenons que c'est le Niger qui paye les frais de survol des avions de l'armée américaine, nous, ça nous pose un petit problème. Quand nous apprenons aussi que le Parlement n'a pas été consulté, alors que la Constitution du Niger exige que le Parlement soit consulté dans le cas d'espèces, surtout des accords de défense, ça nous pose un problème parce que le Parlement n'a pas été consulté. Donc, il revient aux autorités nigériennes, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de la protection de l'intégrité de leur territoire, de voir quels seront dorénavant leurs partenaires. Est-ce que les États-Unis font partie de leurs partenaires? C'est au peuple du Niger et aux dirigeants actuels du Niger d'en décider. Et moi, je crois qu'il faut que nous puissions nous affirmer. Il faut que nous puissions, à chaque fois que nous voulons prendre des décisions, il faut que nous puissions prendre des décisions en toute souveraineté. C'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, il y avait des petits problèmes et ça a poussé les dirigeants actuels à sortir de cette collaboration avec les États-Unis. Peut-être ils ont d'autres partenaires, peut-être ils iront à une nouvelle collaboration avec de nouvelles conditions. Peut-être aussi que c'est les conditions qui ne les agréent pas. Donc, il faut voir peut-être les semaines à venir quelles seront les décisions qui vont suivre celles-ci. Justement, qu'il y a probablement beaucoup de leçons à tirer donc de ces décisions dans le cas d'espèce du Niger. Mais dites-nous, après la France, c'est les États-Unis. Que réserve encore donc ce régime militaire selon vous?
Non, la France, ce n'est que la France elle-même, elle s'est renvoyée du Niger. Donc, la décision du président français et tout le tapage qu'ils ont fait, ça fait que la collaboration ne pourrait plus continuer. Maintenant, les États-Unis, le problème qui se posait, c'est que c'est le Niger qui paye les frais de survol et des avions américains. Et tout ce que les Américains font là-bas au Niger, avec le renseignement, les Nigériens ne sont pas associés. Par exemple, quand vous prenez les terroristes, c'est aux États-Unis de décider qui est terroriste, qui ne l'est pas. Ça posait des problèmes de sécurité et d'intégrité du territoire aux Nigériens. C'est pour ça, en toute souveraineté, ils ont pris la décision de rompre cette collaboration. Et comme je l'ai dit maintenant, il revient dans les semaines à venir aux Nigériens de voir qu'est-ce qui est bon pour eux. Voilà, donc il y avait des difficultés dans l'exécution de cette collaboration, mais cela n'empêche pas qu'il y ait une nouvelle collaboration sur des bases saines avec les États-Unis et avec également d'autres partenaires. À qui profite donc cette rupture quand on sait aujourd'hui donc le poids des États-Unis dans les relations internationales et tout ce tous ces continents qui aident de par le monde donc toutes les transitions et autres. À qui profite donc cette rupture aux populations ou au régime? Non, ben, les États-Unis étaient là, ils étaient plus ou moins discrets, ils avaient une base à Agadez et cette base servait beaucoup plus disons, de point focal dans la région pour pouvoir avoir des renseignements. Hein. Ils utilisaient beaucoup plus de drones. Mais le problème, c'est que les Nigériens disaient qu'ils n'avaient pas une idée sur le nombre de troupes, hein, le nombre de soldats américains qu'il y avait sur le territoire et le renseignement, les États-Unis ne partageaient pas les renseignements qu'ils recueillaient sur le terrain avec les Nigériens. Peut-être, c'est pour ça que je dis, les Nigériens devront redéfinir une nouvelle base pour pouvoir collaborer, mais est-ce que ça profite à une autre puissance? Est-ce que ça profite à d'autres intérêts? Ça, je ne saurais répondre à cette question, mais je sais qu'en toute souveraineté, le Niger a pris la décision d'arrêter cette collaboration et peut-être dans le futur, peut-être d'avoir d'autres partenaires ou même avec les États-Unis de redéfinir des bases saines de collaboration. Chers amis téléspectateurs, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Afroactive. Mesdames, Messieurs, nous excusons donc de ce petit problème survenu tout à l'heure. Honorable Innocent Kabila va se connecter dans un instant à l'autre. C'était indépendamment donc de notre volonté. On parle donc des sujets qui intéressent l'Afrique. Nous avons donc le plus 1 319 462 89 79 numéro à votre écran pour donc recevoir les questions d'ordre concernant donc l'actualité. Nous allons recevoir tout à l'heure Honorable Innocent Kabila qui est en train donc de se connecter très rapidement pour qu'on puisse continuer avec les téléspectateurs qui est en ligne avec nous. Alors, bonjour téléspectateurs, vous êtes en direct. Allez-y pour votre question. Allô? Allô? Oui, Moïse. Oui, allez-y. On vous écoute. Voilà, je salue. Moi, non, Moïse, je suis là.
Ok, allez-y. Bonsoir. Je salue bien l'honorable Innocent Kagbara. J'espère qu'il est de retour. Oui, oui, il est de retour. J'aimerais faire observer deux choses. À votre question de savoir ce qui a motivé la rupture, ou en tout cas la fin du contrat d'occupation de l'armée américaine au Niger, l'honorable a répondu qu'à la limite, il est content que le Niger ait pu le retrouver. Et les mots, les verbes ont leur importance, retrouver sa souveraineté. Et après, il a déploré le fait que le gouvernement n'ait pas consulté l'Assemblée. Juste pour rappeler à monsieur le député de Roulet que le Niger est en pleine transition militaire. Hein. Donc, il n'y a plus d'Assemblée. Hein. Il y a un conseil, d'accord, et l'Assemblée a été suspendue. Donc, dans ce cas-là, on est dans un régime d'exception. Et peut-être qui n'existe pas peut-être au Togo, en tout cas pas pour l'instant. Et les règles telles que M. Kagbara aurait voulu voir cela être respecté, ben voilà, c'est pas respecté. Maintenant, lorsque un pays retrouve sa souveraineté, on peut pas encore s'en plaindre. Le Togo, pays dont il est originaire et il est député, ne respecte pas cela. Mais par ailleurs, il faut voir aussi la géopolitique. Hein. Comment la suspension, ou en tout cas l'annonce de la suspension militaire, de la suspension de la coopération militaire avec les États-Unis a été annoncée au lendemain de la visite de trois grands représentants, des représentants des États-Unis au Niger, où le président Tiani a refusé de les rencontrer parce qu'ils étaient revenus pour demander au président Tiani de leur donner le calendrier de son départ du pouvoir. Les gens posent la question aux États-Unis de savoir quand est-ce que un de leurs députés ou leur... Voilà. On est en régime d'exception. Pourquoi est-ce que les Américains sont pressés de voir le gouvernement de transition rendre rapidement le tablier pour pouvoir encore placer un pion américain parce qu'il y a de l'uranium là-bas et que la France a été chassée. On craint que l'uranium tombe entre les mains, ou en tout cas que le Niger signe un contrat avec la Russie. Sincèrement, je crois qu'ici, il faut plutôt saluer une décision qui est dans la droite ligne de la souveraineté que nous voulons de nos États. Nos richesses nous appartiennent. Si nos dirigeants, nos gouvernants, dans l'intérêt de leur population, ont envie de contracter dans un rapport win-win avec des partenaires militaires, financiers, économiques et techniques, ils ont le droit de choisir leurs partenaires. C'est ce que eux aussi font. Pourquoi dédier ce droit-là aux pays africains? Donc il faudrait que l'honorable Kagbara sache que lorsqu'il la souveraineté, une décision qui respecte la souveraineté du Niger, il n'a pas à émettre la nuance pour dire qu'il n'aurait pas dû poser la question à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'existe même pas. L'Assemblée nationale, les députés, leur mandat a été suspendu depuis le début de la transition. Donc j'aimerais rappeler cela et moi aussi saluer comme lui. Allez-y, terminez. Encore 10 secondes. Du respect, du respect, ou en tout cas de la souveraineté, de l'utilisation de la souveraineté Niger. Et il faut que les pays occidentaux puissent commencer à compter sur cela dans les pays d'Afrique. Ce n'est pas encore le cas du Togo, dans les pays d'Afrique, qui veulent faire usage de cette souveraineté pour dire que nous ne sommes pas leurs esclaves. Merci. Merci de nous avoir appelé, monsieur Amedodi. Ça fait plaisir de vous écouter. Honorable Innocent Kagbara, merci d'être avec nous et tous les efforts que vous faites pour être avec nous. Votre réaction suite donc à l'intervention de monsieur Philippe Amedodi. Non, mais je crois que sur cette question, on dit pratiquement la même chose. Mais ce que j'ai dit,
c'est que la décision a été motivée par le fait que l'ancien régime, le régime qui a été démis, n'avait pas consulté l'Assemblée nationale. Je ne parle pas du régime d'exception, parce qu'il n'y a plus d'Assemblée nationale et ils vont former une constituante pour réécrire leur constitution. Donc, pour le moment, on ne peut pas parler d'Assemblée nationale parce que ça a été dissous, ça n'existe plus. Donc, je parlais de l'ancien régime qui n'avait pas consulté l'Assemblée nationale et c'est l'un des motifs de dénonciation de l'accord. Donc, une souveraineté retrouvée et je crois que même si c'est les États-Unis, nous avons le droit de travailler avec qui nous voulons, avec nos conditions. Tout ce que nous demandons, c'est que nos chefs d'État, nos pays puissent prendre des décisions sans consulter quelqu'un, parce que quand eux, ils prennent des décisions, ils ne nous consultent pas. Mais dans l'intérêt de notre nation, dans l'intérêt de nos populations, et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous abordons donc dans un instant à l'autre le sujet qui concerne beaucoup de Togolais, mais pour faire une conclusion avec le cas du Niger, est-ce que c'est un bon augure donc de ne pas trouver par exemple une solution avec les États-Unis ou d'aller certainement ou rapidement à cette rupture? Mais quelle est la conclusion que vous faites pour terminer donc sur le cas du Niger, honorable Innocent Kagbara? Non, dans le cas du Niger, nous ne sommes que des commentateurs, nous ne sommes que des analystes. Je pense que ceux qui dirigent le Niger sont des gens assez intelligents. Ils ont, depuis qu'ils sont là, déjoué beaucoup de plans de déstabilisation. Donc, je crois qu'ils sont assez intelligents pour savoir que dénoncer un accord avec les États-Unis, ça a ses avantages, ses inconvénients. J'espère qu'ils ont mesuré les inconvénients et les risques pour trouver des mesures de mitigation de ces risques-là, afin que le pays retrouve sa stabilité, afin que le pays retrouve le chemin du développement. Honorable Innocent Kagbara, merci à vous, puisque c'est un sujet important pour tous les Togolais qui nous suivent en ce moment. Chose promise, chose due, nous allons nous permettre de faire une pause juste de quelques secondes, disons 5 secondes. On va revenir juste après pour aborder le cas du Togo, puisque c'est et nous allons ouvrir la ligne juste après donc votre intervention pour permettre à tous les Togolais qui nous suivent de vous poser des questions et comprendre beaucoup plus de choses. Et ils le savent très bien que c'est avec respect et avec considération qu'on vous reçoit. Et on reçoit tous les invités ici sur notre antenne AfroWeb TV. Chers amis téléspectateurs, la ligne sera ouverte dans un instant à l'autre sur le +1 319 462 89 79 et ce sera sur ce numéro que vous pourrez vous aussi poser vos questions à l'honorable député à l'Assemblée nationale Innocent Kagbara. On va revenir juste après ceci.